Jérémy, merci d'être présent avec moi aujourd'hui pour le magazine transferentreprise.pro. Le magazine, en fait, je pense que c'est important que je le présente un petit peu, mais ou en 30 secondes, c'est le répertoire, en fait, des expertises en transfert, vente et fusion-acquisition, fait que le nouveau blog là, qu'on a lancé au mois de décembre dernier officiellement. Fait que je suis vraiment content que tu sois là. J'aime aujourd'hui pour parler fiscalité. Évidemment, j'ai quelques Yes. questions pour toi dans les prochaines minutes. Mais je vais te laisser commencer par te présenter, puis présenter Equitas aussi. Fait que la parole est à toi. Parfait. Merci à toi, Jean-Sébastien, pour l'invitation. Puis essentiellement, Equitas, c'est un bureau d'avocats fiscalistes situé sur la rive nord de Montréal. Fait que on est installé à Laval, mais on dessert un peu des entrepreneurs à travers le Québec. On fait principalement de la planification fiscale et de la fusion-acquisition d'entreprises, fait que tout ce qui est le transfert d'entreprise et la planification de mise en place de structures pour maximiser les impacts fiscaux au sein d'une entreprise. Transferts familiaux, transferts à un tiers, on touche à tout. On a aussi un petit département de litige. Ouais. Moi, personnellement, ça va faire bientôt 8 ans que je suis au sein d'Equitas. J'ai commencé à titre de stagiaire maintenant depuis 5 ans, avocat fiscaliste chez Equitas. Donc, Très cool. Très cool. Déjà 8 ans. Génial. Fait que je vais commencer tout de suite avec mes questions. Puis, tu sais, comme je te mentionnais, je vais dire off caméra, là, mais avant l'enregistrement, on veut juste avoir une discussion là-dessus. Fait que, tu sais, c'est super naturel. Puis, voilà. Puis, moi, je vais te proposer, te challenger aussi. Ben, pas challenger, c'est pas vrai. Je suis pas en position de te challenger au niveau fiscal. Pas du tout. tu peux me challenger. Ouais. Ben, je vais essayer, OK? C'est Fait bon. que, on parle beaucoup, tu sais, à travers les transactions d'entreprise, la vente et fusion-acquisition, je pense que le premier réflexe des entrepreneurs, c'est de penser à l'exonération du gain en capital, la fameuse EGC. J'ai goût qu'on en parle un petit peu. Tu sais, c'est quoi l'exonération? Qu'est-ce que ça mange en hiver finalement? Aussi, c'est quoi les différents enjeux que tu peux voir avec ça? Puis je pense que certains critères d'admissibilité, en fait, à l'exonération, fait que j'ai goût qu'on ouvre cette porte-là ou cette boîte-là, finalement, de l'exo, puis de laisser en parler pour guider évidemment les lecteurs puis gens qui vont regarder. Oui, certainement. Fait que, écoute, l'exonération pour gain en capital, c'est une des raisons principales pourquoi les fiscalistes, on a du travail ces jours-ci, puis depuis que ça existe. Ouais. C'est essentiellement pour simplifier ça, c'est chaque entrepreneur qui possède des actions d'une société canadienne, une petite entreprise, peut toucher jusqu'à maintenant en 2026 1,275 millions en exonération de gain en capital. C'est-à-dire que au lieu de générer un gain en capital imposable autour de 26 selon le taux le plus élevé lors de la vente des actions d'une entreprise, ben, on a une exonération jusqu'à 1,27 million qui est disponible pour un entrepreneur. Il y a plusieurs critères à respecter pour que la société soit admissible à ce que l'entrepreneur touche cette exonération pour gain en capital-là. Puis, c'est des critères qui ne sont pas uniquement disponibles ou exigés lors de la vente, mais qui peuvent être exigés même plusieurs années avant la vente, voire 2 ans avant la vente d'entreprise. La fameuse règle du 2 ans, là, Exact. C'est ça. Puis, en fait, pour simplifier ça au maximum, le but de l'exonération pour gain en capital, c'est que c'est un peu un cadeau que le fisc fait aux entrepreneurs qui génèrent des entreprises qui sont actives. Donc, les tests, principalement, vont venir s'assurer que la business en soi, elle est active. Puis c'est pas juste, par exemple, une société qui détient des placements boursiers ou des placements immobiliers qui génèrent pas de la valeur pour l'économie canadienne, québécoise. Fait qu'on donne le cadeau seulement lorsque les actifs sont utilisés dans une entreprise active. Donc, le test à respecter pour être test principal, c'est que la majorité de tes actifs doivent être utilisés dans une entreprise active. Fait qu'on pense par exemple on a un immeuble dans lequel on a nos bureaux. Ça serait un actif qui est considéré comme admissible. On a des comptes clients dans notre bilan. Ça, c'est un actif qui est admissible. On a de l'impôt payé d'avance, on a des frais payés d'avance quelconque. C'est tout lié, c'est tous des actifs au bilan qui sont liés à l'exploitation de l'entreprise. Versus des actifs qui ne seraient pas admissibles, serait par exemple, on a
des autos personnelles qu'on n'utilise pas dans la business qui sont à notre bilan. On a de l'argent excédentaire qu'on n'utilise pas dans le fonds de roulement courant de la société. Par exemple, si on a placé de l'argent en bourse, ben, ces placements-là, c'est pas des placements, de l'argent qui est utilisé dans l'entreprise activement. Fait que c'est un actif qui serait pas admissible. Les immobilisations, ben les biens immobiliers qui ne seraient pas utilisés, par exemple, pour nos activités, si on a des Splex ou si on a, par exemple, un gros building commercial dans lequel on utilise juste une certaine portion minime de ce building-là, ben cet actif-là ne sera pas admissible. Fait qu'on fait une analyse du bilan, puis on détermine, OK, parfait. Est-ce qu'au moment de la vente, on a 2 tests à respecter sur ces actifs-là, au moment de la vente, il faut que 90% et plus de la juste valeur marchande des actifs à ton bilan soit des actifs admissibles. Donc, c'est pas simplement de regarder les états financiers, c'est de poser la question aussi, c'est quoi la juste valeur marchande de ces actifs-là? Il peut y avoir une différence importante, surtout pour les immobilisations qui sont amorties. Fait que ça, c'est au moment de la vente, on fait un test pour s'assurer que 90% des actifs sont admissibles. Quand même. Ce test-là, il est reporté ou il est pris sur 2 ans avant la vente, mais à un taux de 50%. Donc, il y a un peu plus de latitude là-dessus, mais en tout temps, 24 mois avant la vente des actifs, on doit respecter un seuil de 50% des actifs qui sont admissibles. Je comprends. Fait il y a quand même de la planification, puis c'est souvent le message principal qu'on essaie de véhiculer, c'est que l'exonération, ça se planifie vraiment d'avance, puis on a un délai d'au moins 2 ans pour aller vérifier, parce que s'il y a une seule journée pendant ces 2 ans-là qu'on ne se qualifie pas, qu'on n'a pas des actifs au-dessus de 50%, ben, ça peut disqualifier notre exonération pour gain en capital. Ah ouais, puis c'est tellement important parce que c'est vrai, tu sais, ben en fait, tu dois le voir souvent, ça retarde un processus, surtout quand tu es prêt à vendre maintenant ou du moins aller au marché ou tu as des offres, peu importe, parce que la vie fait que certains entrepreneurs vont avoir certaines offres qui vont arriver, c'est un gros bloquant quand même. En fait, je présume, là, et je le sais que c'est un bloquant, mais j'aimerais ça t'entendre là-dessus, tu sais, dans ta pratique. Oui, exact. Ben, ça arrive quand même souvent qu'on a des entrepreneurs qui viennent nous voir et disent, bon, je commence à réfléchir à la vente de mon entreprise, puis j'aurais peut-être un acheteur potentiel, puis on regarde sa structure, puis malheureusement, ils ont été peut-être mal conseillés dans le passé, puis leur structure n'est pas adéquate pour obtenir l'exonération pour gain capital. Puis ça fait en sorte que, oui, il faut repousser des transactions souvent parce que c'est pas à négliger. 1,27 million en gain en capital, c'est à peu près 340 000 d'économies fiscales. Fait que si tu vends ta business à ce prix-là, c'est comme si tu coupais quasiment un tiers de ton vente en impôts. Fait que c'est quelque chose qui se planifie d'avance. Puis même, je dirais, oui, il y a le test du 24 mois, mais c'est quelque chose qui se planifie encore plus en amont si on veut vraiment aller maximiser l'exonération, par exemple, par le biais de l'utilisation d'une fiducie familiale pour multiplier l'exonération. Ça pourrait être un planning qui est intéressant. Puis ça, il faut le faire 5, 10, 15 ans avant la vente. Fait que... Puis c'est un bon point, puis c'était la prochaine question, parce que tu sais, la fiducie, on en parle toujours. Je pense qu'il y a toujours le 21 ans de mémoire que la fiducie c'est un gros guillemet, là, mais est bonne, je sais, vivante, là. Tu peux en parler en 2-3 secondes ou 3 minutes, finalement, de cette durée de vie-là de la fiducie. Un, c'est-tu vrai? Puis deux, qu'est-ce qui arrive après? Oui, fait que oui, c'est 100% vrai. La fiducie a une durée de vie utile de 21 ans, c'est-à-dire que au 21e anniversaire de la fiducie, lorsqu'elle est mise en place, elle a une disposition réputée de tous ses biens, incluant les actions qu'elle détient dans ces sociétés. Puis ça, c'est un peu l'équivalent d'avoir un impôt au décès. Là, on dispose de tous nos biens. L'objectif derrière ça, c'est justement qu'il n'y ait pas de la planification de transfert intergénérationnel qui se fasse sur plusieurs générations à travers la fiducie, parce que la fiducie en soi, c'est une entité séparée du propriétaire de l'entreprise. Donc, si le propriétaire meurt, ben, la fiducie, elle continue à conserver les actions. Puis souvent, ce qu'on va faire pour aller maximiser l'exonération, justement, de mettre en place une fiducie lorsque la société commence à prendre de la valeur qui est au-dessus de l'exonération personnelle que le propriétaire a. Là, ça devient intéressant de mettre en place des fiducies parce qu'on peut multiplier cette exonération d'1,27 million. On peut le multiplier avec tous les bénéficiaires de la fiducie. Fait que, par exemple, avec conjoint-conjointe, les enfants
qui sont bénéficiaires de la fiducie, on va pouvoir aller piger un peu partout. On a fait une transaction il y a 2 ans. Je pense qu'on est allé chercher jusqu'à 10 millions d'exonération pour gain en capital. Fait que quand on fait 340 000 à peu près d'économie fiscale par exonération, fois 3-4 exonérations, ça commence à être une bonne portion du prix de vente qui est couvert par l'exonération. C'est un pas pire argument pour les services de fiscalistes d'amener cette logique de fiducie-là, parce que, tu sais, on le sait, puis les entrepreneurs le savent, mais j'ai pas toujours l'impression que c'est bien compris c'est quoi la fiducie, là. Tu sais, c'est le fameux, mon triangle est quelque part en haut, là, dans ma structure, mais s'il te plaît, Jérémy, est-ce que tu peux m'aider à me guider là-dedans? En même temps, ça devient complexe aussi, puis c'est pour ça que vous êtes là, évidemment. Exact. C'est pas tout le monde, c'est pas toutes les structures qui vont nécessayer une fiducie. Ça dépend des besoins, ça dépend de la valorisation du groupe. Surtout. Génial. Puis, tu sais, de ce que j'entends aussi, puis je pense que le mot qui est utilisé souvent sur le marché pour la fameuse règle du 2 ans, c'est la purification des sociétés, hein, qui est parfait. Parce qu'on le voit souvent, qu'on en parle souvent, puis il suffit de faire 3 ou 4 recherches Google qu'on parle de purification. Puis ça aussi, je pense que c'est un terme qui est un peu, je ne vais pas dire galvaudé, mais qui est à large, qui englobe plusieurs choses, puis qui est un peu imprécis pour les entrepreneurs. Là, je suis content qu'on ait pu mettre pas de définition sur ça. Tu sais. Ben, c'est ça. Puis la purification en soi, c'est de s'asseoir, par exemple, 2 ans avant la vente, prendre les derniers bilans, puis dire c'est quoi les actifs qui font en sorte qu'on ne respecte pas nos tests. Fait que si on est à 75% 1 an avant la vente, c'est correct. En ce moment, on le respecte, le test. Mais il faut planifier déjà d'avance comment on va sortir les actifs qui sont contaminants. Là, dans le Japon, on utilise ça. Comment on va sortir ces actifs contaminants-là de la structure. De l'argent, de manière générale, ça va être facile à sortir de la structure en dividende, à voir justement à qui on transfère ce dividende-là pour éviter le plus possible les impacts fiscaux. Mais des fois, on se retrouve devant des problèmes comme justement des immeubles qui sont dans la société, dans lesquels, pour les sortir de là, ça prend une planification fiscale si on veut pas avoir de l'imposition sur ce transfert-là qui serait contre-productif. Fait qu'il y a des stratégies de purification, de mise en place de nouvelles sociétés dans l'unique but de sortir ces actifs contaminants-là. Surtout, souvent, ça va pas juste avoir l'objectif de respecter les tests, c'est que ça va préparer aussi la business à être vendue au niveau opérationnel. Un acheteur ne sera pas intéressé à acheter une entreprise dans laquelle il y a des actifs qu'il va acheter qui n'ont rien à voir avec l'entreprise qu'il veut acheter. Il paye plus cher pour avoir des actifs qui n'ont rien à voir avec l'entreprise. Puis ça va être à lui à faire le ménage. Fait que souvent, ça fait aussi, ça lance la discussion, puis ça facilite le transfert d'entreprise. Oui, 100%. Puis ça rend le prix plus raisonnable aussi pour des acheteurs. Là, j'ai une lunette un peu relève interne aussi ou familiale, mais des fois, ça facilite le processus de rachat, de sortir les 3 buildings qu'il y avait dans une autre entreprise pour la purifier, puis finalement, je veux dire qu'elle soit accessible, mais on s'entend. Ouais, parce que, tu sais, les banques puis les financiers d'une transaction, quand ils financent une portion acquisition, ils évaluent l'entreprise en soi. Tu sais, s'il y a des biens comme des autos qui sont pas utilisés dans l'entreprise, c'est de la valeur, oui, en termes de bilan, mais en termes d'évaluation de l'entreprise, ça joue aucun, tu sais, ça apporte rien au bénéfice de l'entreprise. Fait que souvent, c'est des actifs qui vont vouloir sortir, qui ne seront pas. Oui, 100%. Génial. Je pense que pour cette... je sais qu'on pourra en parler pendant 24 heures encore là, de cette portion-là, mais j'aimerais qu'on sorte un peu ou qu'on aille en fait à la fameuse vente d'actions versus la vente d'actifs. Tu sais, ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui est compris, mais pas tant sur le marché parce que c'est 2 mondes complètement différents. C'est 2 façons de transiger, de faire une transaction qui sont différentes. J'aimerais ça que tu en parles un peu ou voir comment on peut distinguer les deux. Puis je présume que c'est toujours du cas par cas, puis ça va être un gros ça dépend de la situation, mais j'aimerais quand même t'entendre là-dessus. Oui, parfait. Fait que, la différence principale, c'est que dans une vente d'actions, c'est le propriétaire des actions de la société qui vend les actions. Il n'y a pas de transfert de propriété dans l'entreprise même, dans la société. Elle garde ses biens, elle garde ses contrats. Elle va garder ses contrats d'emploi, etc. Ses relations avec ses fournisseurs vont rester les mêmes. C'est la propriété des actions. C'est une seule transaction sur ces actions-là, tandis qu'une vente d'actifs, ça serait tous les actifs dans un exemple de transfert complet qui seraient transférés dans une nouvelle société dont l'acheteur est propriétaire. Donc, l'acheteur, il n'achète pas les actions, il achète tous les actifs de la société. Puis là, ça
ça amène plusieurs questions dans l'analyse. Achat d'actions versus achat d'actifs. On peut se dire que règle générale, puis je rentrerai un peu plus dans le détail après, mais règle générale, un vendeur va vouloir vendre les actions, un acheteur va préférer un achat d'actifs. Fait que le premier point à considérer, c'est la responsabilité face aux créanciers. Fait que pour ce qui est de la continuité de l'entreprise, lorsqu'on vend les actions, ben, l'acheteur se retrouve également avec la société et son passé, donc un peu plus de risques au niveau des poursuites, par exemple, du passé, qu'on peut négocier dans le cadre de la convention, des protections là-dessus, mais ça reste qu'on achète également le passé, tandis que lorsqu'on achète les actifs, ben, on n'achète pas le passé, c'est une nouvelle entité, on achète seulement les actifs et non les relations juridiques qui sont déjà en place. Fait que ça, c'est le premier point. Après ça, ben, le plus important, qui fait en sorte que en pratique, on voit la plupart du temps des achats-ventes d'actions à ce niveau-là, c'est l'exonération pour gain en capital. Fait qu'on en a parlé un peu tantôt, mais un vendeur va être prêt à laisser un peu plus sa table à l'acheteur en négociation pour pouvoir toucher son exonération. C'est souvent quelque chose, par exemple, on va représenter un acheteur, on va souvent essayer de monnayer cet avantage-là, de dire voici mes désavantages d'acheter les actions, voici tes avantages, ben on va essayer de les chiffrer, puis on va dire, ben parfait, tu es encore gagnant si je réduis ton prix de vente de 250 000. Fait qu'on pourrait avoir un deal à ce niveau-là. Puis pour le vendeur, ça reste encore plus intéressant que s'il avait acheté les actifs. Fait que c'est quelque chose qui est utilisé en négociation. Oui, ça donne un levier finalement, mais ça, vous êtes capable de le quantifier en fait. Exact. Super. Exact. Fait qu'on le quantifie. Puis ça vient avec aussi les autres aspects fiscaux parce que, par exemple, que la société a des immobilisations qui sont ultra amorties, qui ont pris de l'amortissement fiscal. Ben ça, c'est un fardeau lorsqu'on vend les actions qui se transfèrent à l'acheteur. Parce que si, par exemple, on a un immeuble qui est amorti à 90%, ben, les dépenses d'amortissement pour le futur que l'acheteur va pouvoir faire s'il achète les actions va être beaucoup moindre que s'il avait rétabli son prix avant amortissement au prix de vente officiel. Fait que ça, au niveau de l'amortissement des actifs, il y a des calculs aussi qui sont faits de perte d'économie fiscale pour un acheteur qui achèterait les actions. Puis c'est la même chose aussi pour le vendeur qui vend les actions. Ben, il n'y a pas de récupération d'amortissement qui pourrait aussi entrer en ligne de compte. Fait qu'il y a plusieurs calculs fiscaux qui sont à faire au niveau des soldes fiscaux de la société, acheteur versus vendeur. Là. Fait que ça nous permet de négocier. Les autres points qui peuvent me venir en tête, c'est plus en pratique, la complexité opérationnelle de transférer les actifs. Comme je l'ai dit tantôt, quand on transfère les actifs, ben, il faut revoir un peu toute notre structure contractuelle. Il faut, à titre d'acheteur, ouvrir une société, des nouveaux comptes de banque, des nouveaux numéros de TPS, TVQ, DAS, tout ce qui est numéro d'impôt, numéro d'entreprise. C'est une nouvelle entreprise en exact. soi. On laisse le passé, on achète le présent pour partir après à neuf avec les actifs. Exact. C'est ça. Fait que ça peut amener plus de complexité au niveau de l'acheteur et aussi au niveau du vendeur qui va se retrouver à avoir une société dans laquelle il a reçu son prix de vente dans la société. Mais là, il faut prévoir la planification fiscale pour sortir cet argent-là. Puis la liquidation, après ça, dissolution d'une société qui va devenir vide. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on évite quand on vend les actions. Parce que la vente d'actifs, dans le fond, c'est l'opérante, j'imagine, qui reçoit l'argent. Après ça, il faut sortir. Je comprends. Intéressant. Fait que, en termes d'économie fiscale, c'est pas juste l'exonération, comme j'ai mentionné. On économise le gain en capital, mais on économise également le dividende, l'impôt sur le dividende qu'on doit verser pour sortir l'argent de la structure. Fait que, à la fin de la journée, on est prêt à manger une bouchée sur le prix de vente parce que le plus important, c'est qu'est-ce qui se retrouve dans les poches de l'actionnaire au final. 100%. Oui, puis qui est aussi le plus simple. Il y a un ratio à respecter aussi, j'imagine. Là, je trouve ça super intéressant. Vraiment, c'est une question qui est plus... c'est ça, des fois, quand tu fais des recherches, ça a l'air super simple quand tu parles action, vente d'actions versus vente d'actifs, mais je trouve ça super intéressant qu'on puisse rattacher ça à l'exonération d'impôts, finalement. Capital, pardon, qui est un très bon levier. Je pense que c'est un bon argument aussi, clairement. C'est pour ça qu'on voit le plus de transactions sur les actions. C'est parce que les avantages sont tellement plus élevés du côté vendeur de faire une vente d'actions que l'acheteur va
habituellement dire, ben, parfait, je vais te laisser ce cadeau-là, mais voici telle condition que je vais ajouter à la transaction. Puis les deux parties vont être gagnantes de faire une transaction sur les actions dans cette situation. Ben ouais, 100%, vraiment. Génial. Le temps avance super rapidement. J'aimerais qu'on parle un peu de la balance de prix de vente parce que, puis après, c'est peut-être moi qui ai biaisé là-dedans, là, mais ça a toujours existé, la balance de vente, évidemment. J'ai l'impression que ça a augmenté les balances de vente dans les dernières années, dans les derniers mois, dernières années, avec le transfert, avec la vague de transferts à venir, etc. Peut-être une réalité économique qui est différente. C'est pour ça que les banques, maintenant, exigent plus de balance de prix de vente de la part des vendeurs, en fait. J'aimerais t'entendre sur, c'est quoi la balance de vente? Est-ce que c'est vrai qu'il y en a plus? Parce que c'est vrai que les banques l'exigent, du moins de ce que vous voyez, ce que tu vois dans ta pratique. Là. Vous pouvez aiguiller un peu les lecteurs là-dessus parce que c'est un monde aussi, les balances de vente. Puis le financement, en fait, aussi. Oui, exact. Puis tu sais, oui, pour répondre à ta question, on en voit de plus en plus exigé par les institutions financières au niveau du financement. Je te dirais que pour te donner un ratio, je te dirais que 9 transactions sur 10 va avoir une balance de prix de vente d'inclus. Puis c'est pas juste au niveau financier, puis au niveau de l'institution financière. Il faut prendre la décision aussi à titre d'acheteur parce qu'il y a certaines conditions dans la convention de vente, par exemple, la non-concurrence qu'on va exiger, de la non-sollicitation, qu'on veut venir attacher un certain incitatif financier aux vendeurs pour qu'ils puissent respecter, s'assurer que le transfert se fasse bien puis qu'ils ne mettent pas des bâtons dans les roues du nouveau propriétaire, de garder un certain attachement financier au succès de l'entreprise va aussi être intéressant au niveau de la négociation de la balance de prix de vente. Fait que parfois, c'est exigé, oui, par l'institution financière, mais souvent, quand on va représenter un acheteur, même si ce n'était pas exigé, on va en demander une pour s'assurer qu'il y a un attachement encore au succès. Ouais, qu'il ne disparaisse pas. C'est ça, qu'il ne disparaisse pas avec le cash puis qu'il n'y ait aucun transfert des connaissances dans l'entreprise. Fait que oui, c'est demandé dans le contexte économique aussi actuel. Dans les dernières années, habituellement, il y a toujours une balance de prix de vente qui est demandée. Fait que en termes de structure, on va avoir souvent exigé le cash down de l'acheteur, le financement bancaire, la balance de prix de vente. Puis des fois, des mécanismes de rémunération conditionnels à l'atteinte de certains seuils qu'on appelle earn-out et earn-out dans le jargon, qui peut être lié au succès de l'entreprise dans le futur. Fait qu'une balance de prix de vente qui est conditionnelle à l'atteinte de certains objectifs. C'est intéressant. C'est un partage de risque au final entre toutes les parties prenantes. Exact. Génial. Le temps a vraiment fini vite, Jérémy. Je sais que, comme je te dis, je sais qu'on pourra en parler pendant des heures et des heures. Du moins, moi, ça me passionne énormément, comme tu le sais. Si tu avais un conseil, là, je sais que c'est super large, puis qu'on ne peut pas se prononcer que c'est la chose à faire, puis la seule chose que vous devez, mais tu sais, les entrepreneurs qui veulent vendre ou ceux qui veulent acheter, qui ne savent pas nécessairement par où commencer, ce serait quoi, évidemment, avec ta lunette là, de fiscaliste, là, ton conseil numéro 1 ou ta priorité numéro 1, j'ai envie de dire? Ben, c'est sûr que comme fiscaliste, à titre de vendeur, il faut qu'on se plonge dans votre structure puis qu'on s'assure que vous soyez admissible à l'exonération pour gain en capital. C'est le plus gros avantage de notre régime fiscal canadien. Fait que c'est sûr que, tu sais, un gros red flag que je pourrais déjà mentionner, c'est de dire si vous avez une société de gestion qui détient la totalité des actions de votre société opérante, ça devrait être une cloche pour vous d'aller consulter un fiscaliste parce que l'exonération n'est pas disponible pour les sociétés. Fait que faut que ça soit une personne physique ou une fiducie qui vend les actions. Donc déjà là, moi, c'est certain que même si vous n'avez pas de planification de vente dans les prochaines années, je prendrai un moment pour regarder votre structure dans un appel introductif avec un fiscaliste juste pour qu'il vous positionne après ça puis voir s'il y a de la planification à faire à ce niveau-là. C'est pas un gros investissement, tu sais, juste une heure avec un fiscaliste, avec votre organigramme corporatif va pouvoir déjà vous dire « Hey, on a besoin de faire des mouvements dans ta structure ou non, pour l'instant, ça semble être correct, tu viendras me revoir quand tu vas faire tel niveau de bénéfice ou ta société va avoir tel niveau de valeur, puis on réanalysera la situation. » Fait que ça serait la première chose. Puis, en termes d'acheteurs, nous, on est plus impliqués au moment où le maillage va être fait, qu'il y a une cible qui est déjà en place, mais c'est sûr que ne négligez pas l'intégration d'un professionnel au moment de la rédaction de la lettre d'intention.
trop souvent, on arrive dans des dossiers avec une lettre d'intention qui va être signée d'une page qui manque beaucoup de détails, puis il y a beaucoup de qui a été fait par l'intelligence artificielle, puis on l'a fait sur le coin de la table, on se comprend. Exact. Ouais. Fait que c'est sûr que je vais prêcher pour ma paroisse pour dire venez nous consulter, mais c'est important de le faire parce que sinon, des fois, on va renoncer à des avantages importants. C'est des quick wins, tu sais. Puis tu l'as dit, c'est 1 heure, c'est 2 heures, c'est 3-4 heures d'intervention avec vous autres pour vous permettre de vous aligner puis de ne pas avoir du rattrapage à faire par la suite parce que, bon, faut que tu payes des gros honoraires parce que, pas que tu es dans le trouble, mais parce qu'il y a urgence, tu sais. Fait que je trouve ça super intéressant de dire, voilà, c'est accessible de le faire avant ou d'avoir la réflexion avant et quand le moment sera venu, on peut s'engranger puis surtout le planifier, tu sais. Exact. Génial. Jérémy, merci beaucoup. C'est super intéressant. Vraiment.